Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis heureux également d'accueillir ici une consoeur, Cécile Bontron, qui a réalisé un reportage passionnant au Burkina Faso avec son confrère le photographe Laurent Veil sur les enfants victimes de la Covid. La Covid a provoqué, on ne le sait peut-être pas, mais au moins 24 millions d'enfants dans le monde n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école selon les statistiques de l'UNESCO. Et Cécile Bontron et le photographe Laurent Veil se sont penchés sur ce phénomène, en particulier au Burkina Faso, qui est un pays qui a été particulièrement victime de la Covid. Bonjour Cécile Bontron, merci Bonjour beaucoup Bernard. d'avoir accepté cette invitation. Comment avez-vous l'idée de ce reportage formidable qui a déjà été diffusé par Le Figaro avec de très nombreuses photos? Nous sommes partis en décembre dernier en République centrafricaine pour faire un reportage sur l'impact de la Covid sur la faim, parce qu'on avait vraiment déjà commencé à voir en fait les débuts de la récession et forcément l'impact sur les catégories de personnes plus touchées qui tombent dans l'extrême pauvreté. On avait étudié un petit peu avec la Banque mondiale des rapports expliquant qu'en 25 ans, c'était la première fois que la courbe de l'extrême pauvreté remontait. En 25 ans, on a réussi à lutter contre l'extrême pauvreté, à faire descendre année après année l'extrême pauvreté. Et avec la Covid, c'est reparti. Donc on s'est dit, voilà, on va faire un reportage en Centrafrique pour voir comment les gens arrivent à vivre et puis pour expliquer ce phénomène. Et pendant que nous étions là-bas, nous avons rencontré des enfants qui avaient dû arrêter l'école parce que leurs parents ne pouvaient plus payer. Et nous nous sommes dit que c'était peut-être intéressant de faire un focus vraiment particulier sur la déscolarisation, parce qu'on avait l'impression que beaucoup d'enfants étaient touchés et que c'est forcément toute une génération impactée comme ça impacte forcément toute une société. Donc en revenant, on a rencontré des experts et on s'est dit qu'il fallait vraiment repartir quelque part. Et au Burkina, ça nous semblait intéressant parce qu'on connaît pas mal de monde au Burkina, on savait que le pays était sujet. Et donc, nous sommes repartis au Burkina spécifiquement pour travailler sur l'impact de la Covid sur la déscolarisation des enfants. Alors vous travaillez au sein d'un collectif, Argos. Comment se passe ce travail? Comment est organisé ce collectif? Alors, nous sommes tous des journalistes et photojournalistes indépendants. L'idée, c'est de se regrouper pour essayer de travailler ensemble et de travailler ou en binôme ou en grand projet. Donc là, en ce moment, nous avons un grand projet sur lequel nous travaillons tous, mais aussi, en parallèle, Laurent et moi avons fait plusieurs sujets en binôme, notamment celui sur le Burkina. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir corréler la narration du texte et la narration de la photo, pour en même temps attirer le lecteur, montrer en fait les photos, les visages, montrer la situation et raconter l'histoire avec le texte. Ça nous permet vraiment d'avoir des narrations complémentaires et nous estimons que c'est plus fort. Alors commençons par votre reportage au Burkina Faso, dont les téléspectateurs vont pouvoir voir les images qui sont absolument magnifiques et très intéressantes. Vous êtes parti pour Le Figaro ou vous avez ensuite vendu ce reportage au Figaro? Non, au départ, nous sommes partis sans commande, comme on dit, parce que des fois c'est un peu compliqué de s'imaginer ce que va donner un tel sujet. Donc vous financez vous-même et Voilà. ensuite vous trouvez Voilà, des donc là nous clients. sommes partis parce que nous croyons vraiment que c'était important de parler de ça. Donc nous sommes partis sur nos propres financements et ensuite nous l'avons reproposé en rentrant. Alors parlez-nous maintenant des lieux où vous êtes allés et des personnalités ou des personnages ou des enfants que vous avez rencontrés et que les téléspectateurs vont pouvoir voir en même temps. Alors nous sommes allés à Koudougou parce que c'est pour Koudougou, nous... troisième ville du Burkina Faso. Voilà, Koudougou c'est la troisième ville du Burkina Faso et c'est un endroit qui n'est pas du tout touché par tous les problèmes djihadistes qu'il y a au nord et à l'est. En ce moment, il y a beaucoup de factions armées, il y a énormément de problèmes, 1,3 million de personnes déplacées au Burkina Faso. Et c'est compliqué dans ces endroits-là de faire la part entre l'impact du Covid et l'impact de cette guérilla, de cette guerre armée atroce qui touche beaucoup de gens. Et donc nous nous sommes dit qu'à Koudougou, ce serait peut-être plus facile, enfin, le terme est peut-être mal choisi, de pouvoir voir l'impact réel de la Covid sur les gens. Mais même à Koudougou, c'était compliqué parce que, notamment par exemple au collège Soukri-Nouma dont nous parlons dans le reportage, les gens nous disaient « mais non, en fait en Afrique on se débrouille, il n'y a pas de problème ».
Et on se débrouille, oui, il y a de la solidarité, il y a plein de choses, mais il y a un moment donné où la solidarité, elle peut plus, c'est plus possible. Et donc on leur a montré qu'en réalité, l'impact de la Covid avait vraiment déscolarisé des enfants dans leur collège. On est allé dans une classe, dans plusieurs classes, et on est allé demander aux enfants alors, est-ce qu'il y a des enfants qui ne sont pas revenus cette année? Et pourquoi? Et oui, c'était vraiment l'impact de la Covid. Parce que y a la récession mondiale, donc qui décroît toute l'économie partout. Et le Burkina, comme d'autres pays, sont impactés, parce qu'il y a la fermeture des frontières, avec notamment la Côte d'Ivoire. Et il y a énormément d'échanges avec la Côte d'Ivoire, que ce soit des marchandises, que ce soit des expatriés qui viennent travailler, qui reviennent. Donc au niveau économique, c'est simple, sur les marchés, on nous disait on ne vend plus. Plus rien ne s'achète. Et vraiment depuis mars 2020. C'est très net. Et alors comment les enfants sont-ils impactés? Donc, les enfants sont impactés parce que c'est vraiment un impact encore collatéral, parce que d'abord, les familles essayent de les maintenir au maximum à l'école, mais il y a un moment où les familles, elles ne peuvent plus et mettre de la nourriture dans l'assiette et payer l'école. Parce que l'école est payante? Alors oui, disons qu'au primaire, il y a une petite somme à sortir. C'est pas énorme, je crois que c'est de l'ordre de 2000 francs CFA. C'est pas énorme. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à payer. Mais par exemple, dans le reportage, on en a rencontré plusieurs qui ont arrêté l'école parce qu'ils avaient faim, en fait. Parce que chez eux, on n'avait pas à manger. Et donc, pour pouvoir manger, ils sont allés travailler et avoir une baguette de pain, un peu de haricots, pour pouvoir réellement continuer à survivre, en fait. Alors, vous avez dressé des portraits. Est-ce que vous pouvez nous présenter certains de ces enfants? Alors, on a voulu voir aussi quel était l'impact sur ces enfants dans leur vie quotidienne. Donc, la déscolarisation, oui, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a arrêté l'école? Et la première chose, c'est de travailler. Donc, par exemple, Roger, qui est un des enfants qui a arrêté parce qu'il avait faim, lui, il est rentré comme apprenti dans un atelier de réparation de roues, qui fait aussi un peu les moteurs de scooter, mais pas beaucoup. Et donc, il a 5 ans pour apprendre à réparer des roues. Autant vous dire que 5 ans, en vérité, il travaille pour quasiment rien. Il colle des rustines, il apprend à redresser. Quel âge a-t-il? 13 ans. 13 ans. 13 ans, il a commencé donc l'an dernier, donc il avait 12 ans. Et il était en 5e. Non, il était en CM1 ou CM2. Voilà, et donc lui, toute la journée, il est là à 7h du matin jusqu'à 18h, 20h à travailler. Et à midi, il a droit à un peu de haricots avec du riz. Et c'est ce qui lui permet de tenir. Après, il peut avoir quelques centaines de francs, mais c'est pas énorme. C'est surtout la nourriture dont il est sûr qu'il va avoir à midi qui était important pour lui. Et dans les cas les plus difficiles que vous avez rencontrés, je veux dire humains, vous avez aussi de... Oui. On avait rencontré notamment Émilienne, qui, elle, était brillante. C'était une enfant brillante. Elle a fini son CM2. Et donc, je vous disais qu'il y avait très peu de frais au primaire. Il y en a beaucoup au collège. C'est de l'ordre de 60-70 000 francs CFA au collège. Donc ce qui en euros fait à peu près une centaine d'euros. Une centaine d'euros. Une centaine d'euros à peu près, oui. Et ça peut être énorme. Enfin, c'est pas très évident de pouvoir les sortir. Et donc, Émilienne, elle s'est retrouvée, elle avait prévu d'aller à l'école, au collège, elle avait bien réussi son certificat d'études primaires, brillamment. Mais avec la Covid, sa grand-mère, qui s'occupe d'elle, parce que son père est mort et sa mère est en Côte d'Ivoire, a plus d'argent pour pouvoir payer le collège. C'est-à-dire que sa grand-mère, elle vend du chou, des carottes, elle vendait un peu des mangues, et en fait, elle vendait plus rien. Son stand était à moitié vide. Donc c'était très compliqué, et déjà, elle a du mal à avoir de l'argent pour manger, donc elle n'a pas pu avoir d'argent pour payer les études d'Émilienne. Et Émilienne nous a dit, elle avait tellement envie d'aller à l'école, elle avait tellement envie d'aller à l'université, que de colère, de rage, elle a brûlé ses cahiers. C'était vraiment... voilà. Et Émilienne, elle ne lâche pas, elle est en train de vendre des mangues tous les jours. Elle va à l'université en plus pour vendre ses mangues, donc c'est assez ironique. Parce que c'est là où elle peut les vendre aux administratifs, aux étudiants, voilà. Donc tous les jours, elle va à l'université, tous les jours, elle vend ses mangues et elle essaye de garder un peu, d'économiser un petit peu pour repartir à l'école et repayer ses 65 000 francs CFA de frais de scolarité pour pouvoir repartir et se relancer dans sa scolarité. Elle y croit et elle a bien raison, parce que le problème, c'est que si elle n'arrive pas à aller à l'école, elle risque d'être mariée très bientôt.
Oui, il y a aussi un problème que vous abordez, c'est celui des mariages précoces. Et là, c'est le cas du mariage précoce à cause de la Covid. C'est Tout à ça? fait. Alors, pour le mariage précoce, j'ai interviewé des grands experts de l'UNESCO et de l'UNICEF qui m'expliquaient que l'impact, il est pluriel, en fait. Il y a les familles qui n'ont vraiment pas assez d'argent et qui marient leurs enfants pour pouvoir avoir une bouche de moins à nourrir. Donc ça, c'est important. Il y a la dot aussi, Quand qui vous peut dites jouer. précoce, c'était à partir de quel âge? 12 ans. Ah. Oui. Tout ce qui est en dessous de 18 ans, ils appellent ça mariage précoce. Mais Mhm. c'est vraiment l'adolescence. Dès que la jeune fille devient adolescente. Donc il y a cette partie-là où ça permet d'avoir une bouche de moins à nourrir. Mais il y a aussi, et la dot, mais il y a aussi toutes les grossesses qui n'étaient pas prévues et qui sont engendrées par plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a déjà le fait que les enfants étaient confinés pendant quelque temps en mars 2020, mars, avril, mai, juin, laissés à la maison, sans forcément les parents qui devaient quand même travailler pour gagner un peu. Voilà, plutôt vulnérables. C'est arrivé à l'une des personnages de notre reportage. Quel est son nom? Aïcha. Aïcha. Mhm. Il y a ça, il y a aussi toute l'éducation en fait à la prévention, tout le système de santé sexuelle qui n'est plus financé par les États, parce que les États n'ont plus les possibilités, ou par les ONG qui n'ont plus les possibilités non plus. Et donc forcément, tout ça impacte, hein, et ils prévoient 10 millions de mariages précoces supplémentaires d'ici 2030. Combien? 10? 10 millions. Un million? 10 millions, oui, 10 millions. 10 millions, donc Dans toute la zone ou... Non, dans le monde. Ah, dans le monde. Dans le monde. Ouais. Mais ce sont des chiffres qui sont estimés. C'est comme les 24 millions d'enfants déscolarisés. C'est une estimation qui est... Tout le monde dit que c'est sous-estimé. Mais c'est très compliqué aussi de pouvoir chiffrer ces tendances-là. Et Aïcha, par exemple, elle s'est retrouvée pendant le confinement chez elle. Son voisin de 40 ans, enfin 39 ans, lui a mis le grappin dessus. Et elle ne nous a pas expliqué ce qui s'est passé, mais bon, voilà, elle s'est retrouvée liée avec lui et elle a fini par tomber enceinte et donc elle est mariée avec lui. Mais le Burkina a interdit les mariages précoces de mineurs, mais ce sont des mariages non officiels, ce sont des mariages entre familles, c'est non déclaré nulle part. Et donc c'est pour ça qu'elle a quitté l'école? Elle n'a pas encore quitté l'école, elle est enceinte, elle est enceinte de 5 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Et donc, mais elle est censée arrêter l'école dès qu'elle aura l'enfant, sauf qu'elle, elle veut pas. Elle a 13 ans. Elle nous a dit, non, mais moi, dès que j'accouche, l'heure après, je suis à l'école. Ce sera possible? Ça paraît compliqué. Son mari, il paraît soi-disant ouvert, mais en fait, quand vous le faites parler un peu, il dit qu'il est contre le travail des femmes. Donc, je pense que ça paraît assez compliqué. Et l'histoire d'Aïcha est emblématique parce qu'en plus, elle s'est vraiment battue pour aller à l'école. Son père n'a pas voulu qu'elle aille à l'école quand elle avait 7 ans. Ah. Et elle s'est battue avec sa mère. Elle a essayé, elle est revenue à la charge plusieurs fois. Sa mère était avec elle, mais son père ne voulait pas, alors que tous ses frères et sœurs sont allés à l'école. Et c'est le chef de la communauté qui est venu voir le père, qui lui a dit, si elle ne va pas à l'école, elle va être domestique dans une famille loin. Et son père a dit, non, d'accord, tu vas à l'école. Et elle s'est battue, et du coup, elle était première de la classe pendant les quelques années qu'elle a pu aller à l'école. Elle leur a montré qu'elle était vraiment brillante. Et pour elle, être première, c'était vraiment avoir sa place à l'école, pouvoir montrer à tout le monde que oui, elle y avait droit, et que oui, ils avaient bien fait de la mettre à l'école. Du coup, elle n'est pas du tout prête à lâcher et à abandonner l'école parce qu'elle a un enfant. Ça... Vous mentionnez aussi un foyer qui recueille des victimes du mariage précoce. Oui. Et même de mariage forcé. Forcé, oui. Comment est financé ce foyer? C'est une ONG ou... Alors, ce foyer, c'est un regroupement de sœurs. C'est une confrérie. Ce sont les sœurs de Sainte Maria Goretti, à Kaya. Et elles sont en partie financées par une ONG ici, par Caritas, qui les aide beaucoup. Mais elles sont aussi... Sœur Véronique est assez incroyable. Elle cultive, elle vend sur le marché. Elle a aussi des poulets, elle a des cochons. Elle a développé de la pisciculture, ce qui n'existe pas du tout à Kaya, qui est au milieu des terres. Elle a pris toutes les expériences qu'elle a vues partout et elle a une énergie... Elle a monté aussi un salon de coiffure pour les jeunes filles qui apprennent à coiffer.
Et ça permet d'avoir un peu de revenus aussi. Enfin, elle est incroyable. Donc, une grosse énergie, et il y en a besoin parce que là, elle avait 220 jeunes filles quand nous sommes allés la voir. Et ce sont des jeunes filles à partir de 12 ans, pareil, qui tombent dans des mariages forcés parce que c'est la tradition, parce que c'est comme ça. Et là, avec le Covid, elle nous disait que oui, elle en avait plus. Alors, c'est difficile de vraiment... Enfin, on ne pouvait pas parler aux parents, donc on n'a pas su à quel point le Covid avait impacté les nouvelles arrivantes. Mais pour Sœur Véronique, oui, il y avait vraiment un impact. Elle a vu une différence depuis mars 2020. Et dans un pays comme le Burkina Faso, à votre avis, la Covid a eu un gros impact, comme par exemple ici, avec un nombre de décès très important, Non, avec un nombre... pas tant que ça. Pas tant que ça? Non. Les chiffres sont assez bas et honnêtement, quand on est allé donc à Kaya, on est allé dans l'est, au début pas très loin de Ouagadougou, on est allé à Ouagadougou, on est allé à Koudougou. Et dans les quartiers, on n'entend pas parler de gens qui sont morts parce qu'ils ont mal respiré. Enfin, ça se saurait, même si vous pouvez dire, bon, les chiffres sont pas faciles. On n'entend pas des gens qui sont morts parce qu'ils toussaient trop, parce qu'ils n'arrivaient plus à respirer, parce que... non, pas trop. C'est vraiment l'impact économique qui leur est tombé dessus et qui est très très fort. Et dans les villages et les villes où vous êtes allés, il y a des services sociaux, enfin des dispensaires ou des hôpitaux Oui, il y a toujours des dispensaires. assez organisés. Oui, il y a toujours des oui. dispensaires partout. Après, l'accès... Donc il y avait plus ou vraiment moins, une grosse vague de Covid pour y faire face. Est-ce qu'il y a déjà été il y a déjà eu des vaccinations? Non, au niveau de la vaccination, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis au niveau des gestes barrières, si, il y a quand même le lavage des mains qui s'est bien mis en place. Les masques, non. On voit des gens avec des masques, mais c'est plutôt pour éviter la poussière quand ils sont en scooter. Parce qu'il y a l'initiative COVAX qui, normalement, doit envoyer des centaines de milliers, voire des millions de doses dans les pays d'Afrique, mais donc le Burkina Faso n'a pas encore... Ça a l'air d'être assez compliqué. Lent. Oui, assez lent. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a donc d'autres personnages, enfin d'autres enfants dont on voit les photos, sur lesquels vous souhaiteriez attirer l'attention? Oui, mais par exemple, on a rencontré le petit Yamba, qui, lui, il a 13 ans, il en paraît 9. On l'a rencontré dans un garage automobile. Et lui, pareil, il avait brillamment réussi son certificat d'études primaires pour aller au collège. Et là, il n'y avait plus assez d'argent. Mais plus assez d'argent, son grand frère était en 3e et il pouvait quand même continuer le collège. C'était un choix parce que lui, en fait, il n'entend pas très bien. Il est handicapé. Et ça, il fait partie des enfants vulnérables. C'est-à-dire que, selon les experts de l'UNICEF, les enfants, dans les 24 millions d'enfants, il y a ceux qui sont surtout touchés, ce sont les filles, les adolescentes, les enfants handicapés, les enfants qui habitent loin des lieux d'éducation, et les enfants qui ne parlent pas la langue, évidemment les enfants pauvres, et ceux qui ne parlent pas la langue officielle. Avez-vous eu des contacts avec les autorités du pays et pour connaître leurs sentiments vis-à-vis justement de tous les problèmes qui touchent les enfants? La déscolarisation, les mariages forcés, etc. C'est compliqué parce qu'ils ont déjà pas mal travaillé là-dessus, sur la déscolarisation. Les taux sont beaucoup remontés au Burkina Faso. Depuis 2016, avant, alors j'ai plus les chiffres en tête là, je vous avoue, mais les enfants avaient un taux de déscolarisation très important. Aujourd'hui, avant le Covid, ça a beaucoup remonté. Sauf que le problème, c'est qu'avec ces guérillas, avec ces attaques armées régulières qui sont dans le nord et dans l'est, il y a un déplacement de population tellement important que c'est assez compliqué en fait de pouvoir travailler sur justement les victimes collatérales du Covid, parce qu'il y a des écoles qui ont été vidées, il faut remettre des écoles dans les camps de déplacés, il y a énormément de problèmes au niveau de la malnutrition, enfin, les enfants sont impactés de manière très très forte par ces problèmes-là. Et du coup, c'est vrai que travailler sur ceux à Koudougou, par exemple, qui sont des victimes collatérales du Covid, c'est un peu plus compliqué. C'est pas la priorité non plus du gouvernement, puisque... c'est moins visible, et c'est ce que nous disaient des experts de la Banque mondiale, c'est que ils ont compté 200 000 personnes en plus qui tombent dans l'extrême pauvreté, je crois, ou 400 000 au Burkina Faso, 150 millions dans le monde. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui tombent à côté des mailles des filets sociaux, qui ne sont pas dans les endroits où les ONG vont aider les gens. Ils sont plutôt urbains,
qui sont plutôt qui avaient réussi à sortir de la pauvreté, qui s'en sortaient relativement bien, enfin en tout cas qui étaient sortis de l'extrême pauvreté. Et là, ce sont des gens qui sont plus difficiles à aider parce qu'ils ne correspondent pas aux programmes, oui. voilà, aux programmes qui sont déjà en place. Il faut mettre des programmes spécifiques pour les aider. Et c'est beaucoup plus compliqué. Allez-vous retourner là-bas pour faire le point après un certain temps? Est-ce que c'est dans vos habitudes, par exemple, vous faites des reportages sur des situations comme ça, de suivre l'évolution de la situation? Oui, on espère bien. Et de toute façon, c'est vrai que je connais bien le Burkina Faso. J'ai de bons contacts là-bas, donc j'y vais assez régulièrement. Donc oui, on va essayer de pouvoir revoir un peu les enfants qu'on a déjà vus. J'espère bien que certains pourront retourner à l'école parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont envie et qui essayent d'économiser pour ça. Donc, on en a rencontré un, par exemple, Marc, qui a 15 ans, qui était qu'on a rencontré dans la mine de Ouagadougou, la mine de granit. Mmh. Et lui, il casse des pierres toute la journée. Mais il gagne un peu plus qu'Emilienne qui vend des mangues. Et il doit économiser 75 000 francs CFA, à peu près 110 €, pour pouvoir retourner au collège. Et il y croit. Et il y croit. Et tous les jours, il va casser ses cailloux. C'est impressionnant parce que c'est sous un soleil de plomb. Ce sont des roches sur lesquelles il faut d'abord faire brûler des pneus pour pouvoir fragiliser la roche. Donc il y a des vapeurs Oh là là. de fumée de partout sous le soleil de plomb, avec tout un environnement minéral. Donc forcément, c'est encore plus chaud. Et il fait ça toute la journée. Mais il a vraiment, vraiment, vraiment envie de retourner au collège. Donc on se dit, forcément, il va finir par y arriver, c'est obligé. Ben, ce serait certainement très intéressant d'y retourner pour voir ceux qui s'en sont sortis et aussi peut-être réfléchir aux possibilités de les aider, d'attirer l'attention des ONG sur ces cas-là. On a rencontré 2 associations, donc le foyer à Kaya, Oui. qui les aidait vraiment, et on a rencontré aussi une association qui s'appelle l'association Denro, à Koudougou, qui a créé une école de sport-études foot, filles et garçons. Alors ça peut faire un peu sourire, foot, sport-études, mais c'est une école qui attire en fait les enfants par le foot, parce que c'est tellement... Enfin, le foot au Burkina Faso, c'est vraiment un ressort culturel tellement, même social, tellement fort, que du coup, les enfants sont attirés, les parents laissent les enfants y aller, filles et garçons, alors que des fois les filles sont plutôt... Enfin, voilà, c'est un peu plus compliqué parfois, pour faire du foot. Ils ont une équipe de foot féminine, etc. Et surtout, ils leur proposent une cantine. Donc, aux enfants défavorisés, ils leur donnent une éducation et 2 repas par jour. Un repas à 10 heures, qui est une collation. C'est une collation assez simple. Et à midi, un vrai repas où tous les enfants viennent à la cantine se restaurer et avoir le ventre plein pour pouvoir réellement étudier. Et ils existent depuis à peu près 5 ans, je crois. Donc là, ils ont commencé par la maternelle. Ils ont commencé par la maternelle, qui n'est pas obligatoire, mais pour apprendre aux enfants les gestes de base et le français. Parce que le français, c'est la langue de l'école et ce n'est pas parlé dans les maisons. Donc, pour pouvoir arriver au CP et être efficace au CP, ben voilà, ils prennent les enfants dès la maternelle, dès la moyenne section. Ils apprennent les gestes d'hygiène, ils apprennent le français, ils apprennent à tenir un crayon, tout bêtement. Et ça leur permet, là, la première génération est aujourd'hui au CM1, je crois. Et la première génération, il y a des exemples assez incroyables. Alors eux, c'était avant le Covid. Mais je veux dire, c'est des enfants qui ne sortiront pas de l'école. Parce que c'est des enfants à qui on offre la scolarité, qui est gratuite, et à qui on offre à manger. Et ils ne partiront jamais de l'école. Ils ont 2 repas, c'est sûr. Et il y a, par exemple, la petite Rachel, qui est aussi sur les photos. La petite Rachel, en fait, elle a une histoire assez incroyable. Elle, à 3 ans, elle a été envoyée chez sa grand-mère parce que sa grand-mère était toute seule et qu'elle avait besoin d'aide. Donc la petite est partie de son village et est venue chez la grand-mère pour l'aider à porter de l'eau, pour l'aider à nettoyer, etc. Et la grand-mère n'avait pas prévu de l'envoyer à l'école. C'était pas prévu, elle n'avait pas l'argent. Mais elle a entendu parler de l'association Denro qui proposait, à travers les agents sociaux qui passaient, une scolarité complètement gratuite et à manger. Et donc, elle a inscrit Rachel. Rachel a été prise, parce qu'il y a quand même tout un processus pour vérifier que l'enfant est vraiment défavorisé.
Et Rachel, aujourd'hui, elle est la meilleure de sa classe, elle est première, devant les garçons, devant tout le monde. C'est la meilleure au foot dans l'équipe féminine. Elle a une énergie incroyable. Elle est leader de son équipe de foot. C'est un merveilleux exemple de réussite. Pour terminer, dites-nous quelques mots du prochain événement organisé par le collectif Argos, qui concerne la mer. Oui, nous avons un grand projet sur l'accaparement des mers, pour lequel, moi, par exemple, je suis allée sur les bateaux au large du Gabon pour voir la surpêche qui était engendrée par les bateaux chinois, les bateaux italiens, français. On a aussi beaucoup de sujets sur le Sénégal, l'Indonésie, l'Alaska. Donc tout ce qui fait que l'océan n'est plus un bien commun. On a 9 volets. Tous ces grands reportages seront présentés à partir du 18 octobre sur les quais de Seine jusqu'au 18 novembre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation et à bientôt. Merci. À bientôt.